Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans 52 minutes avec. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Cette citation du grand dramaturge français du XVIIe siècle, Pierre Corneille, sied comme un gant à notre invité d'aujourd'hui. Citer Corneille en préambule de l'émission d'aujourd'hui est également tout à fait approprié puisque nous recevons un jeune et très talentueux dramaturge, metteur en scène, chercheur et comédien. Oui, il était comédien à un certain moment marocain, un créateur libre, engagé avec des choix artistiques originaux, innovants, audacieux et pleinement assumés au niveau de la mise en scène, mais aussi au niveau de l'écriture ou de l'adaptation. Il est à l'écoute de notre société tout en étant constamment connecté aux sources d'inspiration universelles. Son rêve et son moteur, rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, comme il le dit lui-même en reprenant André Malraux. Notre invité d'aujourd'hui est Mahmoud Chehdi, homme de théâtre au riche parcours. Parmi ses nombreuses œuvres, nous citons « Si ce n'est toi », entre autres. Ceci est une autre histoire, prise de parole, les clowns, la vie, exercice de la tolérance, adaptation d'une pièce de Abdeltif Labi, Hna ou Henna, signature et voyage avec lequel il est toujours en tournée. Mahmoud Chehdi est docteur en art du spectacle de l'Université de Strasbourg avec sa thèse intitulée « Théâtre au Maroc pour une institutionnalisation de la politique culturelle ». Il s'est distingué à maintes reprises à l'occasion de nombreux projets culturels sur lesquels il a collaboré comme T-Art, Moussem de l'immigration, Festival Strasmed, Cosmoprof et j'en passe. Mahmoud Chehdi est aussi le président fondateur de l'association Nous jouons pour les arts et référent de la commission culture du Conseil des résidents étrangers de la ville de Strasbourg. Il l'était entre 2009 et 2012 où il a mené un travail sur la diversité culturelle. Il est aussi directeur, pour notre plus grand bonheur artistique, du Festival national du théâtre, en tout cas pour la 23e édition, et nous espérons qu'il le sera pour les éditions prochaines, qui s'est tenu à Tétouan en décembre dernier, qui est un festival qui a littéralement fait renaître de ses cendres avec l'appui du ministère de la Culture. Ses œuvres ont reçu de nombreux prix, comme le prix de la mise en scène lors du Festival de la capitale du théâtre marocain pour l'année 2012. Il a aussi été nominé pour le Grand Prix du théâtre arabe par l'Institut du théâtre arabe pour les années 2012 et 2014 et pour le Grand Prix du Festival du théâtre professionnel marocain pour l'année 2014. Là, le prix de la mise en scène nominé de l'année 2014 par le ministère de la Culture. Mahmoud Chehdi, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux pour les prix et les nominations, mais moi j'estime qu'avec vos pièces, justice ne vous est pas rendue et qu'elles méritent à être primées dans des festivals internationaux. On va savoir pourquoi. Vous avez eu des prix arabes, des prix nationaux et pas encore des prix, disons, européens ou étrangers, on verra. Nous sommes très, très, très heureux de vous recevoir. Merci, tout l'honneur est à moi. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous allons commencer par le début. Vous avez fait l'ISADAC, l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle. C'était une évidence de choisir. C'est pas l'école qui garantit la meilleure vie ou le meilleur revenu pour vivre, on le sait. Une carrière d'artiste. C'est vrai que le choix de l'ISADAC, d'abord, j'étais au niveau, j'étais scientifique, j'étais matheux, scientifique. Après mon bac, j'ai fait le choix du droit. Et directement, j'ai arrêté en pensant qu'il fallait revenir à ma passion de départ, qui était le théâtre, parce que je faisais du théâtre au collège et au lycée Moulay-Davis. Et là, j'ai décidé d'y aller. De Fès. Ouais. Et là, j'ai décidé de passer le concours de l'ISADAC que j'ai eu. Et je me suis jamais posé cette question, est-ce qu'on peut vivre avec le théâtre? Mais pour moi, ça me permettait de vivre avec joie. Alors, vous avez choisi la section interprétation, option mise en scène. Est-ce que vous étiez obligé de choisir, ou bien est-ce l'interprétation, ou est-ce que c'était parce que la mise en scène allait avec l'interprétation, ou bien vous avez choisi les deux parce que vous hésitiez?
Parce que c'était une solution, parce que il n'y a pas un département dédié à la mise en scène. Mais mon choix, c'était de travailler, que mon mémoire de fin d'études soit dédié à la mise en scène. Et c'est dans cette logique qu'on avait cette possibilité de consacrer notre travail de recherche à la mise en scène ou à la dramaturgie ou à des thématiques, et c'est lié à notre projet personnel. Oui. Et c'était l'ouverture que l'ISADAC nous a permis aussi. Est-ce qu'ils ont remédié à cela aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une option mise en scène? Pas encore, mais c'est un sujet de débat. Et aussi, c'est parce que l'ISADAC, aujourd'hui, il est dans une ouverture sur le système LMD, avec une ouverture sur d'autres métiers. Il y a ce débat actuellement pour remédier à ce manque. C'est une grande lacune. Voilà, moi, des questions que je me pose, pourquoi attendre autant d'années alors que l'ISADAC a beaucoup d'années derrière lui? Oui. L'option mise en scène, on a besoin de metteurs en scène et voilà, on a encore, c'est toujours le même débat. Est-ce que c'est compliqué de mettre une option mise en scène? Parce que la réalité, l'ISADAC a permis la naissance de plusieurs metteurs en scène, mais il faut qu'au niveau administratif et au niveau aussi des diplômes et des départements, il faut que ça suive. Oui. Au niveau des textes qui encadre le travail pédagogique au sein de l'Institut, il faut cette ouverture pour rester toujours à l'actualité des besoins. Oui. Alors, je vois ici que vous êtes parti à Strasbourg, où vous avez fait un master en conception de projets culturels et artistiques. En 2010, vous avez obtenu votre diplôme en 2007. Vous avez fait quoi pendant les 3 ans? Malheureusement, la chance que j'ai eue déjà, avant que j'ai continué mes études directement. Ça veut dire que j'ai refait ma première année de master et ma deuxième année de master en France. Parce que notre diplôme, il n'y avait pas d'équivalence, il fallait refaire. Et c'est tant mieux. Oui, et c'était une occasion aussi pour moi d'étudier avec d'autres spécialités. Oui. Des musiciens, des architectes, des danseurs. C'était une ouverture aussi sur l'univers artistique sans limite de discipline. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à ce master et grâce au département art du spectacle. Après le master, vous êtes revenu, vous êtes rentré au Maroc, vous avez monté vos pièces, quelques-unes. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à revenir pour faire un doctorat? Est-ce que c'est le constat de la problématique, justement, de la politique culturelle au Maroc? Est-ce que c'était l'envie d'avoir... c'est le rêve de tous les parents que leurs enfants aient un doctorat. Est-ce que c'était pour avoir le diplôme ou c'était un constat de ce que vous avez vécu, des problèmes justement de la scène artistique et culturelle qui vous ont poussé à repartir et pour faire une thèse autour du théâtre au Maroc pour une institutionnalisation de la politique culturelle? Il n'y avait pas un retour à ce moment-là. J'ai fait énormément d'allers-retours entre la France et le Maroc. J'ai mené ma carrière de metteur en scène au Maroc. Vous êtes entre les deux. Entre les deux. J'ai passé tout mon temps à voyager dans le cadre des tournées, mais aussi tout en gardant ce lien de prendre la distance par rapport à ma pratique de metteur en scène au Maroc et de questionner ma pratique dans son rapport au public, dans son rapport au texte qui réglemente notre travail comme artiste au Maroc et d'avoir cette distance qui m'a permis de travailler au niveau de la thèse. C'était complémentaire pour moi. Et cette distance m'a permis, géographique, m'a permis aussi d'avoir une distance au niveau des idées et des deux statuts que j'avais, le statut de chercheur et le statut de praticien et de metteur en scène. Oui, avant de passer au projet culturel sur lequel vous avez travaillé, avant de passer à votre fondation Nous jouons pour les arts. Nous allons marquer une petite pause pour découvrir comme il est de tradition dans cette émission l'objet que vous avez ramené avec vous. L'objet. Votre objet, Mahmoud Chehdi? Mon objet, c'est ça, c'est des médiators. Dans mes créations, il y a souvent la présence de la musique et surtout la guitare électrique. Et il y a des spectacles qui m'ont dépassé au niveau de ce que j'attendais à un certain moment de ces créations. Parce que, comme par exemple Bin Bin, on l'a joué plus qu'une centaine de fois. Oui. Et ça fait 11 ans qu'on la joue. Bin Bin, que vous avez traduit entre autres. Entre autres, c'est ça. Et on joue encore cette pièce, on l'a jouée juste le mois dernier. Et on a grandi avec cette pièce. Et chaque fois, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui m'appelle
je demande à un musicien, Mehdi Boubka, avant c'était Guillette, pour exercice de tolérance, de m'offrir le médiator de la création et j'ai commencé à les collectionner. Pour le moment, j'en ai 4, j'ai ramené avec moi 2. Et vous-même, vous n'êtes pas guitariste? Non. Vous n'êtes pas guitariste. Alors, avant de passer, parce que je veux qu'on parle quand même de l'actualité, on va parler du Festival national du théâtre qui est très important, on va parler après de voyage. Après, nous passerons pour parler de vos pièces de théâtre et puis de la problématique du théâtre au Maroc, du public et tout ça. Mais je voudrais savoir, parce que votre théâtre, vous êtes un metteur en scène, un dramaturge, il y a de l'engagement. Mais est-ce que vous le qualifierez d'engagé? Est-ce que vous le qualifiez d'avant-gardiste? Est-ce qu'il est expérimental? Pas si expérimental que ça, parce qu'il est accessible quand on a un minimum de bagages pour... Comment vous qualifiez votre théâtre, sachant que vous n'êtes pas dans des cases, que vous êtes ouvert sur l'université culturelle? C'est sûr que j'ai toujours essayé d'être là où les autres ne me trouveront jamais. C'est ça. C'était toujours un choix, mais j'étais aussi toujours dans l'expérimentation, soit au niveau du travail sur le numérique, sur l'interdisciplinarité entre la musique et le théâtre. Je me suis intéressé au théâtre de rue, je me suis intéressé au théâtre en amazigh, je me suis intéressé au théâtre jeune public. J'ai fait beaucoup de choix, j'ai eu plusieurs orientations et pour moi c'était toujours la question de ne pas refaire la même chose. Et c'est une façon aussi pour moi de me ressourcer et de partir chaque fois à la recherche de d'autres horizons. Et pour moi, c'est ça ma logique. Oui. Mais après, c'est aux critiques de juger, de savoir où ils peuvent me caser correctement. Oui. On va marquer une pause pour parler de la 23e édition du Festival national du théâtre qui s'est tenu au mois de décembre à Tétouan. Et vous étiez le directeur artistique. C'est un festival qui était moribond et vous avez donné un véritable... vous l'avez ressuscité, bien sûr avec l'aide du ministère de la Culture. Qu'est-ce qui a caractérisé cette 23e édition? Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ouverture dans cette 23e édition. Oui, pour moi, c'était déjà, pour la 22e édition, j'étais en compétition. Oui. Et j'ai quitté le festival au bout de 24 heures. Oui. Au bout de 24 heures. 24 heures, le temps de jouer ma création. Et j'ai quitté la ville de Tétouan parce que pour moi, il n'y avait pas les conditions nécessaires pour partager un moment festif avec mes collègues. Je résume dans ce sens. Et cette année, j'étais choisi, proposé par mes collègues. D'accord. Et suite à ça, il y a eu un projet qui a été déposé au ministère. Oui. Et il y a eu une vraie volonté politique et aussi un renouvellement au niveau de l'administration avec l'arrivée de M. Hicham Abqabi comme directeur des arts, ce qui a permis une compréhension du projet et aussi un travail pour faciliter l'approche de ce projet. Ce projet, il était basé, premièrement, c'est d'impliquer les artistes dans la réalisation et dans l'organisation de l'événement. Et aussi d'impliquer les acteurs au niveau local de la ville de Tétouan. Et aussi que le festival doit être un moment festif, bien sûr, parce que c'est la seule rencontre nationale pour l'attribution des prix du théâtre professionnel marocain. Mais en même temps, il faut une ouverture sur le public local. On ne peut pas être dans des salles juste entre nous, dans une ville, sans aucune ouverture sur le public local. Et c'est pour ça qu'il y a une programmation de théâtre de rue, théâtre jeune public. Oui. Aussi, c'était une vision où le théâtre... Il y avait des expositions de photos, c'est ça, il y avait des salons du livre, une rencontre avec les auteurs. Cette année, on était à 15 signatures, 15 rencontres. Il y avait aussi des lectures de pièces de théâtre et aussi des lectures de textes critiques
et que le théâtre, on peut aussi le lire, on peut aussi l'entendre, et on peut aussi le voir dans des photos. Et il y avait cette ouverture. Comment était sincèrement le niveau des pièces de théâtre dans cette 23e édition? Toute objectivité. Moi, il y a eu d'abord la réponse de la commission du jury. Oui. Le jury il a souligné pas mal de points par rapport à la qualité. Et ça, c'est l'avis du jury. Et comme quoi, ce n'était pas à la hauteur. Pour moi, dans le cadre de mes fonctions comme directeur artistique, j'étais occupé aussi dans l'organisation. Oui. J'ai vu aucune pièce pendant le festival. Oui. J'étais toujours j'imagine que vous allez vous rattraper, vous allez les voir. Je les ai vus avant le festival, mais je considère qu'un spectacle, il faut le voir pendant le festival pour pouvoir le juger dans le cadre de l'événement. Pas au-delà, pas sur un support qui est un DVD, mais pas aussi dans une autre salle de spectacle. Ceci dit, ça peut donner une idée. Ça peut donner une idée. C'est du spectacle vivant, mais quand le texte est mauvais, que la mise en scène est mauvaise, il ne va pas se transformer. Mais c'est vrai que et quand les moyens ne sont pas à la hauteur, pour travailler correctement, pour payer les artistes correctement. Exactement. Alors, on va parler de Nous jouons pour les arts. C'est une fondation, c'est un collectif d'artistes, c'est ça? Un collectif d'artistes. Pour encourager, pour promouvoir le théâtre marocain, mais pas que, parce que c'est même toutes sortes de formes artistiques. Nous jouons pour les arts, si vous pouvez faire un bilan jusqu'à aujourd'hui depuis sa création, oui. Est-ce que vous estimez que vous avez un petit peu approcher ou atteindre les objectifs fixés? Je sais que vous avez beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs et que votre rêve, c'est qu'il y ait la diffusion de la culture pour le plus grand nombre. Mais cette fondation, est-ce qu'elle a fait un petit peu la différence? Est-ce que vous sentez est-ce que vous n'êtes pas frustré? C'est vrai que l'association Nous jouons pour les arts, c'est un collectif de la 17e promotion. Oui. C'est le rêve d'une génération de quitter l'école avec un projet de collectif, ce qui est rare. Et ce collectif existe jusqu'à maintenant. Et on a réussi à chacun, Adil Abatsourab, Tariq Habib, Amin Nassour, Sarah Vraï, la liste est longue. Chacun il a réussi à faire carrière et à trouver son chemin, mais en gardant NJ, Nous jouons pour les arts, NJ, oui. Comme espace de rencontre pour rester ensemble et pour construire ensemble. Donc c'était le festival Théâtre qui a duré de 2006 jusqu'à 2016 avec une ouverture, c'est parmi les premiers événements au Maroc avec une ouverture sur l'espace public, avec théâtre jeune public, théâtre de marionnettes, théâtre de rue. Et aussi avec une ouverture sur les disciplines, le cirque, la danse, la musique, la performance, les courts-métrages, l'art plastique, l'installation. Donc c'était aussi un espace de la musique et aussi des créations qui lient plusieurs disciplines qu'on trouvait nulle part que pendant cet événement, plusieurs espaces à la ville de Rabat et même à Salé. Et c'était aussi un projet qui a su faire fédérer plusieurs partenaires. Mais c'est un projet aussi qu'on souhaite continuer. Oui. On est toujours là, toute l'équipe est dans cette logique, parce qu'il fallait à certains moments que chacun puisse installer ses projets personnels. Oui. C'est important dans la vie aussi, et tout en restant ensemble. Et on tourne encore, et on monte encore des spectacles ensemble. Vous montez encore des spectacles ensemble, de toute façon, mais vous ne pouvez pas tout faire, parce que c'est une ambition pour tout un pays. Donc il faut d'autres initiatives, il faut de véritables politiques publiques, il faut des changements de loi. Ce qui fait que, malheureusement, l'offre culturelle au Maroc, elle reste faible aujourd'hui. Dans tous les domaines, pas que le théâtre, tous les arts du spectacle. Mais il y a l'avenir de la culture au Maroc, parce que le développement d'un pays ne peut pas être seulement au niveau industriel ou au niveau économique sans penser la culture avec. Et je pense qu'il y a des choses à faire dans ce sens. Par exemple, la dernière initiative du travail sur le patrimoine et sur, par exemple, ce qui était à Rabat au niveau de Challa ou même à Marrakech, Al-Bahia, de lier le patrimoine au théâtre et au tourisme. C'est des approches nouvelles qu'il faut, nouvelles, même s'il y a eu d'autres expériences avant. Mais il faut multiplier
ces initiatives, il faut aussi les penser avec sens pour pouvoir assurer une continuité dans le temps et un impact dans l'ensemble des régions. Absolument, parce que je me suis encore basée sur un de vos articles qui est précieux en information, parce que les chiffres sont têtus. Vous êtes basé sur des chiffres du Haut Commissariat au Plan, des chiffres officiels. Quand on voit que 86% des jeunes ou des Marocains ne pratiquent aucune forme artistique et que seulement 4,7% des jeunes ont une activité régulière, c'est trop faible par rapport à d'autres niveaux. C'est pas seulement parce qu'on est un pays émergent. C'est pas toujours une question que de moyens. C'est aussi une question de culture qu'il faut installer, de politique, d'éducation. L'éducation nationale a son rôle à jouer. Donc votre initiative, c'est une excellente initiative, mais j'imagine que vous le faites aux dépens de vos propres projets. Enfin, tout le collectif. Mais là, quand on voit ces chiffres, on se dit que la situation est alarmante. Il y a des discours sur le rayonnement de la culture. On sait qu'on a une culture ancestrale et tout ça, mais dans la réalité, dans la pratique, nos jeunes n'ont pas accès, ne sont pas attirés. Comment les récupérer, comment les former en fait, parce qu'ils ne sont pas formés, il y a ce manque de formation. Il y a plusieurs hypothèses dans ce sens. Déjà, la question de l'éducation est importante. Aussi que la création doit s'alimenter par les nouvelles technologies. Il ne faut pas séparer l'évolution des sociétés de la création artistique. Ça aussi, c'est une responsabilité des artistes et la responsabilité aussi des financeurs qui a de l'innovation même dans le cadre de la création artistique. Oui. Il y a aussi la question des espaces d'éducation populaire partout au Maroc. L'exemple des maisons de jeunes. On a aussi des rapports qui montrent que le nombre important de maisons de jeunes fermées jusqu'à cette heure-ci. Donc il y a des choses qu'il faut revoir dans ce sens pour créer. On ne crée pas avec une seule solution toute une révolution au niveau du secteur culturel. Il faut vraiment multiplier les solutions. Est-ce que pour vous, avant qu'on passe, parce qu'on a envie de voir des extraits de vos pièces de théâtre, est-ce qu'il s'agit de reconquérir le public marocain ou de le conquérir? Est-ce que c'est un public qui était conquis à un certain moment? On parlait des années 70. Est-ce qu'il s'agit de conquérir ou de reconquérir? Est-ce que c'est juste une image qu'on a sublimée, peut-être, de se dire que le théâtre se portait bien il y a 30 ou 40 années? Est-ce que c'est un public à conquérir ou à reconquérir pour vous? Pour moi, c'est un public qui a toujours aimé le spectacle, qui a toujours aimé la fête. Le forja. Même si le terme, mais il ne faut pas vider le théâtre comme réflexion aussi, comme forme artistique porteuse de valeurs et de pensées. Il ne faut pas le vider de cette valeur. Et c'est pour ça le public est... Chaque génération a ses codes. Ça veut dire que le public des années 70 n'est plus là. Maintenant, c'est un public jeune qui a d'autres besoins. Il faut savoir aussi chercher ce public. Parce qu'il y a aussi l'invasion de l'image. Elle est partout, elle est accessible, à portée de main. C'est plus comme avant, parce que c'était un événement. Quand il y avait une troupe de théâtre qui faisait une tournée au Maroc, quand elle arrivait dans une petite ville, dans un petit patelin, tout le monde y allait. Parce que les gens avaient peu d'occasion de sortir voir un spectacle ou un cirque, parce qu'on parle de façon générale. C'est vrai que c'est le théâtre celui qui est le plus mis en avant, mais ça concerne toutes les autres formes d'expression artistique. Mais on a des expériences dernièrement, par exemple, pour Nostalgia, pour l'expérience de Challa. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Ça veut dire qu'il faut juste trouver des solutions pour recréer ce lien avec le public d'aujourd'hui. Et ça, c'est des formes qu'il faut diversifier avec sens, avec stratégie aussi. On connaît beaucoup plus vos pièces de théâtre que vous, parce que vous êtes très, 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 très discret. On va voir un petit peu, on a fait un petit montage pour voir à quoi ça ressemble. Il y a des extraits de plusieurs pièces, de signatures, de Hana ou Hanna, d'exercices de tolérance et d'autres.
Et puis on va voir ce petit montage. Extrait. حنا كنبنيو دولة القانون بشوية بشوية. عندي جوج كالعيالات مهربة بينات. سكينة 40 سنة. حتى دابا ماشي بحالي. أنا غير هدرت. البارح كان ساهل واليوم ولا صعيب. دو توت فاسون غادي يقدر يكون سهل. طريق راجل واقف على صباعه، يمكن يمشي على يديه الا بغات الوقت. غريبه، قبلو يكون وزير بلا مرة، كيسحب ليه ديما الزربان وهو ديما معطل، ولكن في خدمته حتى واحد ما كيقدر عليه، حار وفايق. ومره كيهرب ليه راسو كيبدا يقلب عليه تحت الطبله بحال القط. ما يمكنش راه كاين شي حوايج مابقاش نديرو بوحدنا خاص ضروري من العوين. وما طلبتكش ابدا من بعد مني. راه بقيتي فيا البشر كتفهم ولا ما كتفهمش. اشنا هو؟ قول لي اشنا هو بقى فيك؟ سمعتي ما تبقى فيا ما نبقى فيك. هادشي غنهزو راسي ولا غنوحبو انا كاع. سير اخويا بعد مني سير الاتساع. صورتك عليا عباد الله. المكان فاس المغرب. خاصك تخرج. خرج الحياة خرج. خرج غتبقى بالسلطة على ولدنا خرج. خرج باش تيلي شدو ما تكونش العقوبة كبيرة. خرج. خرج. ما خرجت يا ما خرجت. والله لا خرجت وما بغات لي الحياة كله. Là, nous avons vu des petits extraits, ça ne peut pas donner une idée vraiment, c'est juste des petits extraits, mais on voit tout de suite que c'est, comme vous l'avez dit, que vous n'êtes pas pour le confort, ou que vous n'êtes pas pour la facilité, vous n'êtes pas pour un style figé, que c'est très différent d'une pièce à une autre. Est-ce que déjà, votre théâtre, est-ce qu'il rencontre son public ? Oui, on a toujours joué pour le public et le public était présent parce que c'est aussi il y a une confiance qui a été créée avec ce public depuis qu'on a commencé
à travailler nos spectacles. Et ça, c'est important. Le public vient voir quelque chose de différent, ou il vient voir une approche différente, ou une évolution. Ça veut dire qu'il y a ce respect des attentes du public. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Mais c'est un public qui a un certain niveau, ou est-ce qu'il y a un peu de tout? Il faut un peu de tout, parce que quand on monte une pièce pour la rue, il faut respecter qu'un passant, il a le droit d'assister, et il faut avoir un langage qui est accepté par tout le monde. Oui. Est-ce que c'est pour vos pièces de théâtre, est-ce qu'elles sont payantes? Parce qu'on va parler de ça, parce que c'est un véritable problème, là. Pas toujours. Payantes, pas toujours. Ça dépend des publics. Et aussi, c'est un autre débat, c'est question aussi de quelle politique tarifaire on a de la culture et de l'art au Maroc. Ben justement, parce qu'ils ont choisi, le ministère il a opté pour la gratuité, pour l'accès du public au spectacle comme solution, parce que les pratiques, pendant longtemps, est-ce que c'est une solution? C'est une solution à double tranchant. On peut pas, la gratuité ne peut pas être une solution pour encourager la fréquentation. La gratuité n'est pas une solution, mais en même temps, on a un rôle social et un engagement au sein de nos créations. Ça veut dire quand on choisit la billetterie et on sait qu'il y a quelqu'un qui veut assister, il n'a pas les moyens, et qu'on n'a pas une politique qui permet que les étudiants ils ont un tarif moins cher, les chômeurs, les familles nombreuses, tout ça. Donc on se met dans une position où c'est l'artiste qui décide qui doit entrer, qui ne doit pas entrer, des tarifs, tout ça. Ça, c'est pas quelque chose qui est raisonnable, parce qu'il faut que chacun, il faut penser le public et ses capacités à consommer la culture. Et ça, il faut arriver à ça. Il lui faut des outils intellectuels, et ça, c'est dans l'école, c'est dans les centres culturels, c'est dans les médias. Et chaque espace aussi, il a une identité à créer. Des espaces qui accueillent toute forme de création pour un public qui n'arrive pas à identifier aussi ces espaces par rapport à une forme artistique. Et c'est ça aussi, c'est un autre souci qu'on a quand on veut imposer un modèle économique à la création théâtrale dans un sens général, c'est compliqué. C'est très compliqué. À un certain moment, le ministère avait opté pour la solution de la domiciliation des troupes de théâtre. Est-ce que vous trouvez que c'est une solution? Oui, avant il y avait les troupes au niveau des régions. C'est un projet où il y a eu beaucoup de succès. Et maintenant, avec la domiciliation, il y a une nouvelle approche, c'est intéressant. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est de donner les bilans des troupes qui ont bénéficié de ce soutien. On n'a pas de bilan pour le moment pour pouvoir parler aussi comme chercheur ou comme même pour les décideurs. Il faut donner des chiffres sans être dans une stratégie de surenchère. On forme un nombre important de jeunes et de donner des statistiques qui ne sont pas réelles. Il faut construire ensemble. Et ça, c'est une responsabilité auprès aussi de ces troupes. Il faut respecter ce projet dans sa globalité. Il faut responsabiliser les troupes, bien sûr, il faut pouvoir faire le bilan, voir est-ce que c'est une troupe, est-ce qu'on peut lui redonner une subvention ou pas. Il faut être. Mais il y a aussi le rôle des collectivités locales, parce que en principe, il y a une loi qui a été proposée il y a très longtemps, je crois dans les années 90, pour que les collectivités locales participent à hauteur 1%. de 1%. Ce qui est vraiment peu. Très 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 peu. Mais ils ne le font pas tous. Oui. Même ça, ils ne le font pas. Et aussi, il y a cette question, c'est quoi la culture et comment on peut définir la création artistique? Et est-ce que ça, il y a aussi une ambiguïté dans ce sens, parce que on peut tout mettre dans cette rubrique, la culture, c'est quoi la culture, c'est quoi la création qu'une collectivité doit soutenir? Et ça, des fois, il y a des événements où l'identité même de l'événement n'est pas claire. Est-ce que c'est... Il y a beaucoup d'événements, dernièrement, sans citer aucun, des événements d'une grande ampleur où on engage beaucoup d'argent, des sommes colossales. C'est bon pour la visibilité du Maroc, c'est bon pour l'image de modernité, de tolérance et tout ça, mais est-ce qu'on ne peut pas, à l'image de ces événements internationaux où on engage de grandes sommes ou de grandes entreprises publiques, parce que c'est aussi les impôts des Marocains, est-ce qu'on ne peut pas donner une petite partie pour encourager ces événements ponctuels, mais qui pompent des millions et des millions et des millions de dirhams?
C'est important au niveau de cette diversité des événements de cette nature, c'est important dans la sphère culturelle, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est de créer un modèle économique pour taxer aussi ces artistes étrangers comme nous. Oui. Quand on part à l'étranger, on paye aussi, je donne l'exemple sans citer des pays, on paye pour la caisse de retraite pour les artistes de ces pays, pour le chômage des artistes de ces pays, parce qu'on joue dans ces pays. Ça veut dire qu'il faut créer un modèle économique pour aussi encourager la création locale. Oui. C'est un équilibre à créer. On a besoin d'ouverture, on a besoin d'un système basé sur le modèle des stars, mais on a besoin aussi d'encourager l'éducation artistique. Et il faut trouver un équilibre. C'est comme ce qu'il a fait aussi, par exemple, qui était fait en Tunisie avec Bourguiba. C'est aussi les hôtels sont obligés de créer des salles de spectacle pour avoir l'autorisation Oui. de construire un hôtel et de donner ces espaces à des structures artistiques. Il faut trouver des modèles qui fonctionnent de cette nature. Il faut penser des cet modèles équilibre. économiques, il faut revoir les textes de loi qui régissent tous ces domaines. On va s'arrêter. En principe, on a fini, mais on a encore 2 rubriques. On va aussi parler de la fondation Ali Zaouad des Étoiles de la Médina. On va voir le triptyque, les 3 photos que vous avez choisi les clichés. Triptyque. Mahmoud Chahdi, la première photo que vous avez choisie est celle-ci. C'est une photo qui veut dire beaucoup de choses pour vous. Oui, Ce qui est votre père, je crois. oui. C'est lui qu'on voit à À droite. de... Oui, donc c'est une photo qui date de 1977. C'est un texte et une mise en scène de mon père. Et c'est la première fois que je parle de ça. Et pour moi, c'était même l'occasion d'être là aujourd'hui, de poser des questions à mon père concernant ces photos, parce que j'ai jamais posé de questions. Oui. Et c'est au lycée Moulay Idriss à Fès, le même lycée où j'étais, où j'ai fait mes premières mises en scène aussi. Et aussi, ça me permet... il y a une réflexion autour de le théâtre qu'on fait aujourd'hui, c'est un héritage, il n'y a pas de rupture. Souvent, on entend le théâtre amateur d'avant, le théâtre professionnel d'aujourd'hui. Non, il y a une continuité et c'est cet héritage qu'on assume aujourd'hui tous, d'une façon ou d'une autre. On n'a pas commencé à faire du théâtre par hasard et la société a un héritage qu'il faut qu'on assume. Il faut aussi qu'on en parle à certains moments. Et pour moi, aujourd'hui, c'était l'occasion de parler de cette photo. Donc, il faisait du théâtre à 16 heures. Donc, il avait son métier, il était enseignant, mais il faisait du théâtre. Là, il était encore au lycée. Au lycée. Il faisait du théâtre. Mais vous ne parliez pas de théâtre, vous n'avez jamais parlé de ça? Si, de ce qu'il faisait, lui, avant, de sa je me rappelle passion. quand j'étais petit, je voyais qu'il y avait des projecteurs chez nous à la maison, une table en bois avec des prises. Mais il vous a jamais poussé à faire ou vous a influencé? Il a toujours respecté, il m'a poussé à faire du droit à certains moments. Mais le choix du théâtre, le théâtre, c'était moi. Après, l'engagement, la fibre militante et l'engagement, ça vient de votre père, c'est sûr. Ça vient de mon père. Mais il y a aussi une première expérience à l'âge de 6 ans. Il y avait un enfant qui était absent. C'était un spectacle à Taounet. Parce qu'il était prof à ce moment-là à la région de Taounet, à Ouabzag. Et ils m'ont demandé de remplacer un enfant et de monter sur scène. C'était la première fois, à l'âge de 6 ans. Vous êtes monté sur les planches. Et ça aussi, oui, c'était une occasion. Oui, c'était une occasion. Oui, un déclic peut-être. Deuxième photo. Oui. Ah, ça, on va parler de ce beau projet de la Fondation Ali Zaouad, les Étoiles de la Médina. Parlez-nous de ce projet. Donc ça, c'est le projet de l'Académie des métiers de la culture de la Fondation Ali Zaouad. C'est un projet que la Fondation Ali Zaouad qu'on ne présente plus, initiative du réalisateur Nabil Ayouch et Mahi Benbihine également, avec plusieurs centres de proximité partout au Maroc, une expérience qui a commencé à Sidi Moumen, et aujourd'hui c'est à Casa, Tanger, 2 centres, Marrakech, Agadir et Fès, un centre que j'ai dirigé à Fès, à la Médina de Fès. Fès, parce que c'est votre ville d'origine. Et c'est même le quartier où j'ai grandi. D'accord. Où le centre, il se trouve dans le quartier où j'ai grandi. Pour moi, c'était aussi une occasion, le retour aux origines. Et maintenant, le modèle de la Fondation Ali Zaouad, c'est un modèle basé sur c'est le premier réseau de centres culturels privés de proximité au Maroc, qui permet à des jeunes d'apprendre, d'être en contact avec la culture, avec une programmation culturelle de qualité, mais aussi avec des cours de danse, de musique, de théâtre, de langue. Et suite à cette expérience qui a duré
10 ans, la Fondation il a mis en place l'Académie des métiers de la culture pour former des directeurs de centres culturels, des médiateurs, des assistants, assistantes culturelles, des chefs de projet, mais aussi l'objectif c'est de former des artistes à la pédagogie pour transmettre leur savoir-faire. Et c'est un besoin énorme, c'est un projet qui sera sur l'ensemble des régions. La photo il date de décembre 2023. C'est un projet qui sera sur l'ensemble des régions où la Fondation est implantée et qui permettra à des jeunes d'apprendre ces métiers. Oui, même les jeunes du milieu défavorisé, ceux qui ne peuvent pas avoir accès. Et c'est une formation gratuite parce qu'elle est financée par des partenaires de qualité qui ont permis la réalisation de ce projet. Les étoiles de la Médina, ça s'appelle. Alors, la troisième photo, c'est une photo, elle est prise à l'ISADAC, c'est vous, avec le blouson rouge. Oui, c'est ça. Ça, c'est avec un monstre. En 2007. En 2007. C'est avec un monstre du théâtre. Fernando Arrabal. Et c'est une période qui nous a tous marqués parce que de rencontrer Fernando Arrabal, et sur la photo aussi, il y a Mohamed Avmichi, il y a mon prof qui était directeur aussi de l'ISADAC à ce moment-là, qui a permis ce genre de rencontre à Issam Yousfi, Tariq Habib, scénographe, chercheur, Rsal Hakem, un grand comédien et metteur en scène, un ami d'enfance aussi de Fès et du lycée Moulay Davis. C'était des rencontres avec Fernando Arrabal, avec Mathieu Witznek, avec Peter Brook, avec Anne Hubersveld. Et c'est grâce à cette dynamique qui nous a permis aussi de voir et d'arrêter, parce qu'il y a un décalage. On forme les jeunes au Maroc à être visionnaires. Il faut qu'ils pensent l'avenir de la création au Maroc. C'est les artistes de demain. Mais tout ce qu'on leur enseigne, c'est des théories du passé. Et ils n'ont aucun contact avec des pointures comme Arrabal ou comme Brook, parce qu'on n'a pas cette occasion même d'assister à des spectacles au niveau international. Et donc, on est un peu isolé. Et quand il y a ces ouvertures, c'est des fenêtres qui s'ouvrent vers l'avenir. Et ça, on le sent chez ces quatre. Oui, on voit que vous êtes heureux. Et puis Arrabal, il est toujours en vie et il vit en France. Il a 91 ans, je crois. Oui. Il a dû écrire des centaines de pièces de théâtre. Il est aussi, je crois... fondateur du mouvement Panique. C'est un monstre, c'est un monstre de l'art. Alors, avant de passer au chef-d'œuvre, on va montrer un extrait de votre pièce qui est en tournée actuellement. C'est Voyage, depuis 2022 et actuellement elle est en tournée. Un extrait de Voyage. Qu'en penses-tu ? Oh non, non, mais non, faut exagérer. On ne peut pas changer d'ambiance. Et ça me rappelle ma chienne quand elle a eu 12 choix à la fois. Hein? Et maintenant ? À prendre possession de la Flouque, et les comédiens ont perdu leur liberté. Bizarre, grand pirate que je suis, et me voilà sans connaître la valeur de ce que j'ai entre les mains. Oh! Des comédiens. Des comédiens? Allez, aujourd'hui est votre jour de chance. Mais de quelle chance parlez-vous? La chance qui évitera votre père pendant votre séjour. En attendant qu'un proche paye votre rançon. Mais si vous suivez ma proposition, vous pouvez rester ensemble et profiter de tous les avantages qui vont avec. C'est une pièce particulière parce qu'elle est basée sur une histoire vraie. Oui. Vraie. C'était dans le cadre de mes recherches, j'ai découvert une lettre d'un comédien français qui s'est fait kidnapper par des pirates tunisiens. Et toute la troupe, il était obligé de jouer du théâtre pour le bey de Tunis. Oui. Et j'ai retravaillé l'histoire pour présenter comme quoi le rapport des Arabes en général avec le théâtre n'est pas récent. Et qu'il y a aussi un héritage dans ce sens. Absolument. Et je vois qu'il y a un jeune public, parce que c'est une pièce qui peut se jouer accessible dans le jeune public, comme
au public, au grand public. C'était l'objectif, c'est de présenter un travail de qualité et de considérer le jeune public comme un être intelligent, Oui. et de proposer aussi une histoire et de proposer aussi des outils techniques et un jeu qui respecte cette intelligence. Et la pièce est en tournée aussi, il est en deux versions, une version française et une version arabe. Et c'est un projet avec Malek Ahmis et Jalilat Tlemsi au niveau de l'interprétation, mais avec toute une équipe autour du mapping. Où est-ce qu'elle est visible actuellement? Est-ce que vous serez en tournée dans les prochaines semaines Le ou les 3 prochains mars, mois? on sera à Casablanca. 3 mars. Le 3 mars, on sera à Casablanca. Dans le cadre d'un événement dédié au théâtre jeune public, Oui. organisé par le metteur en scène Zakaria El Halou, à Bouskoura, au centre culturel Bouskoura. On a d'autres dates. La prochaine aussi date sera sur Rabat. On est en train de la programmer prochainement, mais la pièce continuera à tourner. C'est ça En tout cas, on retient le 3 mars à Casablanca et bientôt à Rabat. Alors, on arrive au terme de cette émission et il nous reste le chef-d'œuvre, et pas n'importe quel chef-d'œuvre. Ça ne m'étonne pas de vous. Chef-d'œuvre. On va écouter le chef-d'œuvre, une partie en tout cas, et vous allez nous expliquer. Je l'écoute souvent. Vous l'écoutez souvent. Ce serait bien qu'on l'écoute plus souvent, ce genre de chef-d'œuvre. Performance of John Cage's Four. Parlez-nous, Mahmoud Chahid, de ce morceau de John Cage, qui est un compositeur et poète plasticien américain, et puis qui était un élève d'Arnold Schoenberg. C'est pas n'importe qui, et qui a composé des musiques. Il y a même un morceau qui a été dans la bande-son du film Shutter Island, où il y a DiCaprio. Pourquoi ce morceau? Parce que plus radical, plus minimaliste, tu meurs. Hein? Oui, c'est 4 minutes 33 secondes de silence. Et que le silence fait partie aussi de la musique. C'est un manque de notes. Et aussi, c'est important parce qu'il considère que l'univers et le bruit qu'on entend pendant le morceau fait partie de cette expérience. Et ça, c'est important d'être à l'écoute de notre entourage. Et pour moi aussi, c'est d'être aussi... Des fois, la création, elle est trop bavarde. On cherche toujours à plaire, à ramener plus d'artificiel. Et à certains moments, il faut revenir à l'essentiel, et l'essentiel est dans le silence. Oui. Le moment quand on est avec nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là. Oui. Et ça, ce morceau, je l'entends souvent aussi. Je le lance vraiment dans ma voiture. Je demande, avec l'intelligence artificielle, je demande de lancer ce morceau. Oui. Et c'est un moment aussi de tranquillité. Voilà, et puis de savoir que c'est un compositeur, c'est pas un imposteur qui Non. a composé des musiques, et que ce 4 minutes 33 est joué par des orchestres. Alors qu'il y a des orchestres qui viennent avec le chef d'orchestre,
Il y en a, on peut aller sur Internet et on les trouve. Et c'est une œuvre tout à fait respectable parce qu'elle aussi, elle pousse à la réflexion, Ouais. à repenser. Et c'est un vrai musicien, c'est pas. C'est un vrai musicien. C'est pas moi, c'est un vrai musicien. Non, c'est un vrai musicien. Très intéressant. Je vais essayer de découvrir un peu plus l'œuvre de John Cage, des œuvres un petit peu plus bavardes quand même. Merci beaucoup, Merci à vous. Monsieur Chehdi. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir et nous espérons vous recevoir bientôt. Et bon courage, bon vent pour la suite de la tournée de voyage et pour vos pièces futures. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV. À la semaine prochaine.